Marie de Henzel, merci beaucoup de m'accueillir, de nous accueillir chez vous pour cet entretien. Quand vous avez appris que la loi Falerni venait d'être adoptée par le Parlement, comment est-ce que vous avez réagi, vous qui êtes une spécialiste de cette question portant sur la fin de vie et sur l'euthanasie? Je m'y attendais. Je m'y attendais d'abord parce que j'ai été auditionnée plusieurs fois au Parlement, parce que je sais qu'il y a une volonté de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité depuis longtemps de légiférer sur cette question. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en 2002, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Nous ne nous sommes pas dit au revoir », dans lequel j'avais interviewé le président de l'ADMD, qui était aussi un sénateur, Roger Caillavet, et qui m'avait expliqué qu'il militait pour la légalisation de l'euthanasie. Et à un moment donné, je lui avais dit, mais il n'y a pas quelque chose qui vous inquiète si un jour on légifère sur l'euthanasie? Il m'a dit, si, vous avez raison, Marie, de me poser la question. Je redoute le racisme anti-vieux. Qu'est-ce que ça peut vous vouloir dire? Le racisme anti-vieux, eh bien, il me l'a dit. Il me dit, dans 20 ans, et vous voyez, nous y sommes, vous verrez, les jeunes ne voudront plus payer pour les vieux et nous aurons une euthanasie économique. Il m'a donné cette interview il y a plus de 20 ans, nous y sommes. Donc quand voilà, ce que je me suis dit, ben voilà, nous y sommes, parce que je sais très bien que le fond de la question est économique. Ce n'est même pas idéologique. Et je suis évidemment assez... Bon, je dirais, je m'y attendais, donc je pense que c'est quelque chose d'un peu d'inéluctable même si je crois qu'il faut continuer à lutter. Mais je suis triste aussi parce que je sais, pour avoir été la première psychologue en soins palliatifs, que le motif qui est que on n'a pas les moyens de soulager quelqu'un qui souffre, qui a des souffrances réfractaires, est un argument qui ne tient pas, car je sais qu'on peut soulager même les souffrances réfractaires et que la loi Leonetti permet dans ce cas d'endormir. La sédation profonde et continue, c'est en fait une anesthésie. On ne souffre pas dans une anesthésie et c'est une anesthésie dont on ne vous réveille pas. Qu'est-ce que l'on entend, Marie de Henzel, par souffrance réfractaire? Une souffrance qu'on ne peut pas soulager. Alors, la plupart des souffrances peuvent être soulagées. Moi, je l'ai constaté pendant 10 ans. On peut soulager, si on utilise les bonnes molécules et qu'on sait les utiliser. Parce que beaucoup de médecins ne sont pas formés au traitement de la douleur. Vous savez d'ailleurs qu'il y a en France une disparité incroyable dans la formation au traitement de la douleur. Vous avez des facultés dans lesquelles les étudiants médecins en médecine reçoivent 2 heures, d'autres 40 heures. Alors évidemment, votre médecin traitant, s'il n'a eu que 2 heures, il ne sait pas vous soulager. Il connaît les molécules, la morphine, mais il ne sait pas les dosages. J'en ai d'ailleurs la preuve récemment. J'avais un ami qui était en face, un ami d'ailleurs voisin de l'Île-Dieu, qui était en phase terminale d'un cancer de métastasé, qui souffrait énormément. Et j'ai demandé à un de mes amis, à la retraite, mais médecin de soins palliatifs, d'aller le voir. Il m'a dit, il a les bonnes molécules, mais pas au bon dosage. Voilà, ça traduit exactement ce qui se passe. Donc, mais il y a malgré tout quand même avec un bon traitement de la douleur, avec des médecins compétents, il y a des souffrances réfractaires. Et dans ce cas-là, je crois que la loi Leonetti... Donc, en fait, notre loi actuelle, elle permet tout. Et c'est juste qu'elle n'est pas connue et qu'elle est mal appliquée. Voilà. Est-ce qu'elle est mal appliquée, Marie de Henzel, de manière volontaire ou pas? Je vais essayer d'un... Non. Je ne pense pas que ce soit volontaire. Je crois que c'est juste, vous voyez, je dirais elle est mal appliquée parce qu'en fait, les médecins sont mal formés. Ça c'est sûr, ils ne sont pas formés, donc elle est mal appliquée à cause de ça.
Et puis il y a des idées, c'est vrai que l'application de la sédation terminale il y a des médecins qui pensent qu'en fait c'est une forme d'euthanasie déguisée, mais ce n'est pas une euthanasie déguisée, la sédation, parce qu'on endort quelqu'un qui ne va pas mourir de la sédation, mais du fait qu'elle est atteinte d'une maladie grave, qui va continuer à évoluer, et puis du fait aussi que son corps ne reçoit plus les nutriments qui lui permettent de vivre, et donc les personnes en sédation meurent d'autre chose que de la sédation. La sédation, c'est juste une anesthésie. Donc, vous voyez, les médecins eux-mêmes ne sont pas au clair sur ce que je viens de dire. Et donc, ils n'osent pas trop endormir, ou bien ils réveillent, enfin, il y a toutes sortes de choses que j'entends qui sont aberrantes. Alors, je vous posais la question de savoir si, selon vous, le fait que la loi Claes-Leonetti soit mal connue, si c'était volontaire ou pas. Pourquoi je vous posais cette question? Parce que vous avez entendu les propos du docteur Jean-Louis Touraine, qui dit clairement, le principal, c'est qu'on obtienne une loi. La loi nous permettra de mettre un pied dans la porte et après, tout sera possible. J'entends bien, les personnes de l'ADMD sont vraiment décidées à ce que cette loi passe. Donc, mais ça ne veut pas dire que le médecin, vous voyez, l'oncologue d'un hôpital va volontairement mal appliquer la loi. Non. C'est ça que je voulais dire. Non. Je veux dire, il ne sait pas comment vraiment l'appliquer bien. Alors là aussi, j'ai une chose que je regrette. Vous me dites, je regrette beaucoup dans mon rapport La France palliative, remis à Roselyne Bachelot en 2007, préconisait qu'il y ait dans tous les hôpitaux où l'on meurt, donc, il y ait une fois par an un grand forum obligatoire, de façon à ce qu'on sache, on s'approprie à la fois la loi, les moyens de soulager, qu'on en parle, c'est-à-dire que ça rentre vraiment dans la culture, que la culture palliative rentre vraiment dans les lieux où l'on meurt. Eh bien, cette mesure qui ne coûte pas cher, c'est juste une question d'organisation, l'organisation d'un forum une fois par an, eh bien, elle a été refusée par Roselyne Bachelot. Je me souviens de l'avoir défendue au cabinet de Nicolas Sarkozy. On m'a répondu « Non madame, on ne peut pas rendre obligatoire une réunion sur la mort ». Je dis « Mais comment ? Vous rendez bien obligatoire une réunion sur les maladies nosocomiales. Pourquoi pas sur la mort ?» Eh bien non. Donc il y a, là aussi, c'est un déni de la mort qui est à un haut niveau politique, hein, parce qu'on aurait pris cette mesure, je vous assure qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Si tous les ans, partout, on s'était approprié ce sujet et on en avait parlé, si à ce moment-là les médecins auraient su qu'il y a des moyens de soulager, ils auraient su comment bien utiliser une sédation, tout le savoir des soins palliatifs ne serait pas resté dans un petit milieu clos. Ça aurait diffusé. Vous voyez, c'était en 2007. Nous sommes 20 ans après, presque 20 ans après, et nous n'en serions pas là. Alors, 20 ans après, et toujours 20 départements en France, voilà. Marie de Menzel, privés, interdits pratiquement de soins palliatifs. Oui, qu'il n'y a pas de soins palliatifs dans 20 départements, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'équipe mobile de soins palliatifs qui se déplacent dans les EHPAD ou à domicile. Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment là d'abord une injustice, parce que c'est là aussi, quand cette loi sera votée, parce qu'elle va probablement être votée, quand cette loi sera votée, il faut se dire qu'il y a des départements dans lesquels une personne âgée qui a peur de souffrir, peut-être un peu abandonnée par ses enfants, parce que c'est une réalité malheureusement aujourd'hui aussi, qui n'a pas beaucoup de relations médicales, cette personne, dans l'inquiétude, eh bien, elle demande
s'il n'y a pas de soins palliatifs dans son département, eh bien, elle demandera la mort. On lui dira, mais vous pouvez demander la mort, comme ça vous êtes sûr de ne pas souffrir. Voilà ce qui va se passer. C'est quand même terrifiant. Donc, c'est terrifiant et ça montre une injustice profonde. Parce que, et puis aussi une absence de liberté, parce qu'on dit, mais c'est une loi qui va introduire une liberté. Mais une liberté, il faut qu'il y ait un choix. Il faut que j'ai le choix entre faire venir des soins palliatifs et puis demander l'euthanasie ou le suicide assisté. Mais dans 20 départements, il n'y aura pas de choix. Donc ces personnes, c'est une loi par défaut. C'est ce qui est très grave. Alors, nous avons interviewé Véronique Zamparo qui s'occupe de son époux assez gravement handicapé. Et elle nous a dit devant la caméra, ce qui me terrifie, c'est cet article 17 qui me condamne, moi, l'épouse de mon mari, si je l'incite à ne pas se faire euthanasier. Qu'est-ce que vous pensez justement de cet article 17, Marie de Henzel? Le délit d'entrave. Je pense que c'est ça auquel vous faites allusion, parce que je ne connais pas les numéros des... Mais c'est très grave. C'est très grave. Je pense que c'est quelque chose qui, d'abord, est rejeté massivement par tous ceux qui luttent contre le suicide, tous les psychiatres, tous ceux qui, je dirais, nous sommes dans une société dans laquelle nous sommes dans la prévention du suicide. Effectivement, je veux dire, cette peur qu'exprime cette femme rejoint celle aussi que j'ai entendue, que j'entends régulièrement dans les résidences services, les résidences Domitis, où des personnes de 80 à 100 ans ont choisi de vieillir. Ce sont des personnes qui sont autonomes, mais dans ces résidences, il y a des personnes qui ont des idées suicidaires, qui les traversent à un moment donné. Il y a des personnes aussi qui se suicident, c'est vrai. Et puis, le personnel est un personnel qui est dans la prévention du suicide. C'est-à-dire que si quelqu'un commence à dire « je vais mettre fin à mes jours » ou bien on est attentif à cette personne, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut l'inciter à rencontrer d'autres personnes. Et puis nous savons bien aussi que les idées suicidaires, ce sont des idées qui sont, je dirais, il y a des hauts et des bas. On peut avoir envie de se suicider le matin et pas le soir. Enfin bon... Ce personnel est très inquiet, très inquiet. Est-ce que s'ils font la moindre chose pour empêcher une personne d'aller au bout de son idée suicidaire, est-ce qu'elles sont passibles d'amende, de prison? J'entends cette crainte. Il y a une grande question qui concerne justement, vous venez de le dire, sur l'interprétation. Comment interpréter le ressenti de l'intéressé, de la personne? Absolument, puisque d'abord c'est une demande orale dans la loi, c'est même pas écrit. Donc dans une demande orale, on sait qu'on n'a pas le recul. Et puis on sait aussi qu'il y a une ambivalence. Il y a des gens qui ont à la fois envie de vivre et de mourir, les deux, et que ça s'exprime différemment selon les moments de la journée, selon ce qui s'est passé aussi la veille. Enfin bon, ça fluctue sans arrêt. Donc l'idée aussi que l'on puisse, quand j'ai entendu Monsieur Falorni dire que si quelqu'un doute au dernier moment de sa décision de mettre fin à sa vie, on l'aidera à aller jusqu'au bout, c'est assez terrifiant de ne pas laisser la possibilité à quelqu'un au dernier moment de dire non, finalement, je ne veux pas mourir. Vous avez une grande expérience, madame, de cette question. Vous avez créé d'ailleurs vous-même un établissement de soins palliatifs. Non, je ne l'ai pas créé. Enfin, vous ne l'avez pas créé. Enfin, en tout cas, vous l'avez... Non, j'ai été la première psychologue, j'ai fait partie de la première équipe. Bon, c'est celui qui l'a créé, c'est le docteur Abiven, hein, qui était le... Mais c'est vrai que j'ai contribué. J'étais dans cette première équipe, donc j'étais... disons dans une équipe pionnière, parce que c'était la première non seulement en France, mais en Europe continentale. Donc c'était, voilà. Et là, j'ai acquis vraiment une expérience à la fois de l'accompagnement, mais j'ai aussi constaté
que des médecins compétents savaient soulager. Que des personnes arrivent en disant, parce qu'elles sont dans la crainte, et ça je la comprends très bien, la crainte de souffrir, de ne pas plus maîtriser les choses, que des personnes envisagent, se disent je préfère qu'on me donne la mort plutôt que de vivre les derniers instants de ma vie, c'est une chose, c'est une angoisse que je comprends très très bien. Mais ce que j'ai vu, c'est que dans un service comme cela, eh bien, une fois que les personnes sont rassurées sur le fait qu'on ne les abandonnera pas, pour moi c'est la définition des soins palliatifs, ne pas abandonner quelqu'un. Quand les personnes ont compris qu'elles ne seraient pas abandonnées, donc qu'on les soulagerait, qu'on serait à leur écoute, qu'on faciliterait la visite des familles, qui pourraient même dormir sur place, enfin, je veux dire, quand les personnes sentent cet accompagnement, la réalité de cet accompagnement, eh bien ces idées d'anticiper la mort disparaissent. Et puis ici, il y a une question d'humanité. Oui, alors c'est vrai que dans ce service de soins palliatifs, évidemment, ce que j'ai constaté, c'est d'une part un personnel, alors allant du médecin-chef jusqu'à la personne chargée des repas, un personnel qui savait que les personnes allaient mourir, donc qui avait fait tout un travail sur la mort. Elle n'était pas dans le déni de la mort. Ça, c'est très important aussi. C'est un personnel où tout le monde parlait, je veux dire, on parlait tous ensemble de la question, donc il n'y avait pas de silence sur cette question. Tout le monde était d'accord pour accompagner le plus humainement possible, donc le mot d'humanité, le plus humainement possible ces personnes. C'était vraiment une culture de l'équipe. Et cette culture, c'est intéressant de voir aussi pourquoi elle s'est installée. Parce que dès le départ, moi j'ai proposé à l'équipe de partager, ça a pris toute une matinée, de partager en quoi la mort avait blessé chacun d'entre nous. Parce que tout le monde a une histoire, je dirais, qui est là à l'intérieur de soi, et le rapport que nous avons à la mort de l'autre toujours vient appuyer sur nos histoires personnelles. Eh bien, le médecin-chef, Dr Abiven, a parlé du suicide de son fils. Il a eu une larme. J'ai vu qu'à ce moment-là, l'équipe a changé. C'est-à-dire ? Parce que tout le monde a accepté de parler de ses blessures personnelles. Tout le monde a dit des choses très intimes. Ça a pris toute la matinée, mais en sortant de là, je me souviens qu'une infirmière m'a dit je ne verrai plus jamais les autres de la même façon, je sais que nous avons tous été blessés par la mort. Nous sommes tous vulnérables sur cette question. Eh bien, nous sommes tous des êtres humains. Il n'y a pas le médecin-chef. Là, nous sommes tous des humains confrontés à cette question, ce mystère extraordinaire de la mort et aussi ayant souffert nous-mêmes, nous sommes à l'écoute de la souffrance des autres aussi. Parce que ça a ouvert notre cœur en fait. Vous voyez, si dans tous les services dans lesquels on meurt, on faisait ça, on se parlait ensemble, il y aurait une cohésion d'équipe, ce qui n'existe pas. Une humanité partagée. Dans les hôpitaux, ça n'existe pas, ça. Les gens se blindent. Et il y a quelque chose de faux là-dedans. Parce que tout le monde, plus ou moins, a été touché par la mort. Vous voulez dire, Marie de Wenzel, que cette expérience à laquelle vous faites référence enrichit l'humanité? Bien sûr. Nous sommes humains parce que nous sommes mortels. C'est vraiment, nous sommes tous mortels. C'est vraiment le cœur de notre humanité. C'est peut-être ce que... Bon, on a en commun d'être en vie et d'être mortel, mais là, pour le reste, on peut être tous extrêmement différents. Hein. Mais voilà, ça c'est quelque chose qu'on a tous en commun. Donc, être conscient de ça, se parler de cela, de cette condition d'être humain mortel, c'est vraiment ça l'humanité. Hein, parce que nous sommes tous vulnérables. Tout le monde peut être blessé. Hein. Vulnérable, ça veut dire être capable d'être blessé.
C'est différent de fragile d'ailleurs. Vous avez des gens qui ne sont pas fragiles, qui sont forts, mais qui sont vulnérables. Hein, on l'est tous. Donc je crois que c'est vraiment le cœur de l'humain, c'est ça. C'est de la prise de conscience de ça, la vulnérabilité personnelle, de la prise de conscience de la vulnérabilité de l'autre, parce que ça nous rapproche. C'est notre condition d'humain. Vous m'avez dit une chose tout à fait terrifiante tout à l'heure, Marie de Hetzel, vous avez parlé de logique économique. Cela semble impensable dans la société dans laquelle on est. On veut se débarrasser des anciens par souci, par logique économique. C'est votre conviction. Il y a une réalité qui est la pyramide des âges. Il faut savoir que actuellement, 30% de la population a plus de 60 ans. Donc c'est une population vieillissante. Et nous savons aussi que les 6 derniers mois de la vie c'est ce qui coûte le plus cher dans une vie. Hein. Donc il y a un coût, bien sûr, un coût pour la société, un coût de la santé, un coût de... il y a aussi, on le sait, les retraites, puisque on vit quand même 20 ans. Au moment où on a établi la loi sur les retraites, la retraite a été établie, plutôt, l'espérance de vie était de 20 ans de moins. Donc elle est de 20 ans de plus. Donc il y a, c'est vrai, une réalité économique. Nous sommes aussi, nous le savons, dans un pays dans lequel on a une dette colossale. Je ne suis pas du tout la seule à le dire et à le penser, sauf que c'est difficile à dire que c'est le motif de fond. Donc parce que c'est évidemment pas moral du tout. C'est ça. Parce qu'il y a 30% de la population française de plus de 60 ans, on devrait se débarrasser, pardonnez-moi, des vieux. En tout cas, des plus vieux, des plus fragiles, de ceux qui vivent, qui eux-mêmes d'ailleurs intériorisent le fait qu'ils se demandent s'ils ont leur place encore dans le monde. Hein, quand on est très vieux, si on est très handicapé, si on commence à être voilà, que le corps, que tout fout le camp. Je veux dire, les personnes elles-mêmes se disent « qu'est-ce que je fais encore là ?» Donc, elles intériorisent le fait qu'elles n'ont plus leur place. C'est pour ça que je pense que cette loi, le grand danger, c'est que c'est le risque d'auto-effacement. Les personnes elles-mêmes, pas forcément si on fait pression sur elles, mais elles-mêmes vont se dire à un moment donné, au fond, nous pesons lourd dans la société, il vaut peut-être mieux que nous partions, que nous laissions le champ libre, ça serait élégant. Moi, j'ai entendu, j'ai perçu ça, une forme au fond, d'élégance, de se dire, laissons la place aux plus jeunes. Donc, il y a voilà, tout ça, c'est une réalité. Hein. Vous voyez aussi que sur le plan politique, la loi grand âge, qui devait injecter de l'argent dans le vieillissement, à la fois, je dirais, l'amélioration des EHPAD, des lieux qui accueillent des personnes âgées fragiles, je veux dire, toutes les mesures qui auraient permis un vieillissement plus, je dirais, voilà, un vieillissement moins, peut-être moins fragile, plus humain aussi. Eh bien, ces lois n'ont pas été prises par 3 présidents, hein, Hollande, Chirac et Emmanuel Macron. Elle n'est toujours pas votée, il n'y a toujours pas de loi grand âge, et il n'y en aura pas d'ailleurs. C'est sûr qu'il n'y en aura pas, parce que voilà, c'est de plus en plus, je trouve qu'on a les signes qui montrent qu'au fond, même vous avez aujourd'hui des jeunes mais pas seulement des jeunes, j'ai entendu François Bayrou lui-même dire qu'au fond, je dirais les personnes vieillissantes, la population âgée coûtait vraiment très cher peser lourd dans la société. Mais avec ce discours, on finit par habituer l'état d'esprit, les états d'esprit à quelque chose de totalement immoral. C'est fait. C'est fait. Je crois que... Et je vois bien que régulièrement, j'ai des groupes, puisque je fais des séminaires sur l'art de vieillir, que
nous sommes bien conscients, et moi j'en fais partie parce que j'arrive à 80 ans. Hein, je fais partie de cette population qui sait très bien que de plus en plus, on va nous faire sentir que nous pesons sur la société. C'est juste pas acceptable. Dans une société qui se dit humaine, sociable, où on doit faire acte de bonté, de charité. Oui, c'est assez terrible. Vous qui avez tout le parcours que vous avez, Marie de Henzel, ça doit vous paraître quand même terrifiant d'arriver en fin de carrière. Alors, c'est terrifiant. En même temps, ce que j'observe chez des personnes de ma génération, et par exemple, vous avez une association qui s'appelle l'association Hold Up. Old, vieux, hein, les vieux debout. Hein. Je vois qu'à ma génération, on réfléchit à tout ce que nous pouvons faire pour rester le plus autonome possible. Donc ne pas peser. Parce que c'est vrai que c'est la perte d'autonomie qui pèse sur la société. Donc nous sommes conscients de cela et je vois bien qu'on réfléchit à tout ce qu'on peut faire à tous les niveaux. Alors au niveau évidemment de prendre soin de son corps et de son esprit, aussi je dirais c'est de rester utile dans la société. Le bénévolat, vous savez, repose principalement sur les anciens, sur les seniors, retraites, sur les plus de 60 ans. Donc, comment rester utile, comment garder sa place. Donc, je vois bien qu'il y a à la fois, il y a ce que je disais tout à l'heure, il y a des personnes qui intériorisent le fait qu'elles n'ont peut-être plus leur place, mais ça, c'est peut-être chez les plus âgés et les plus fragiles. Mais la génération montante, hein, celle qui est vieillissante, montante, est une génération qui veut au contraire montrer qu'elle peut rester utile qu'elle est utile dans la société, à plein de niveaux. Donc, vous voyez, on n'est pas les bras ballants dans l'acceptation de ce qui est en train de se faire. Hein. Récemment, j'ai interviewé une femme médecin à la retraite depuis peu, qui me dit « J'ai assisté à une déshumanisation totale dans mon métier ». Est-ce que c'est ce que vous, en tant que psychanalyste, Marie de Henzel, avez constaté également? Son métier, c'est quoi? Médecin généraliste. Médecin généraliste. Médecin de campagne. Oui. Avez-vous constaté, une déshumanisation de la société? Oui, c'est vrai. C'est vrai que... C'est vrai, alors les soignants par exemple, qui choisissent quand même leur métier pour prendre soin, hein, donc c'est un métier extraordinairement humain, hein, eh bien constatent eux-mêmes une déshumanisation de leur métier. Ils vous l'ont dit. Donc là vous avez le témoignage d'un médecin, moi j'entends beaucoup de soignants, d'ailleurs il y en a de moins en moins qui veulent être soignants, hein, à cause de ça. Aussi, manque de temps, manque aussi d'écoute, aussi de leur propre souffrance. De valorisation, oui. Parce que le soignant qui est toujours au contact avec la vulnérabilité, la souffrance de l'autre, est quelqu'un qui a besoin aussi d'être accompagné, qu'on écoute aussi sa propre souffrance. Il y a un mépris total de la souffrance des soignants. Et puis, il y a des tâches administratives qu'il n'y avait pas. Qui n'existaient pas. Il y a 25 ans, il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, un soignant, il passe un temps fou à devoir remplir, cocher des tas de cases sur un ordinateur, remplir. Je veux dire, ce poids administratif, mais c'est complètement déshumanisant aussi. Alors oui, je le constate. Vous avez accompagné un ancien chef d'État, François Mitterrand, durant plus de 10 ans, je crois. Quelle expérience, Marie de Henzel, en avez-vous retirée? Alors d'abord, je l'ai accompagné. Il faut dire que les gens croient que je l'ai accompagné professionnellement, mais pas du tout.
Je n'ai pas du tout été la personne des soins palliatifs. Pas du tout, parce que c'est d'ailleurs François Mitterrand qui a créé mon poste de psychologue en soins palliatifs. Non, j'étais une amie spirituelle, on pourrait dire. C'était parce qu'il m'avait en quelque sorte identifié dans son entourage comme étant la personne avec qui il pouvait parler de ces sujets spirituels, qui était parce que je n'essayais pas de le convertir à ceci, à cela, et qu'il me disait: ce que j'aime chez vous, c'est que vous êtes une chercheuse spirituelle. Et il aimait cette ouverture d'esprit que j'avais. Donc nous parlions beaucoup. Voilà, j'ai eu cette chance de rencontrer, je dirais, l'homme. L'homme humain, vulnérable, hanté par la mort, l'homme mystique aussi. L'homme et non pas le chef d'État. Je n'ai pas connu le chef d'État, je ne connaissais absolument pas son entourage, ni ses collaborateurs, ni son entourage politique. J'étais dans un tiroir secret dans lequel nous ne parlions quasiment que de ça. Que de la mort, que de la spiritualité. Et donc nous avions en commun c'est aussi le hasard qui je pourrais dire, nous avions en commun par exemple un lieu qui est Thésée. Il se rendait, et je l'ai découvert moi comme ça, en parlant avec lui, il allait depuis des années tous les lundis de Pentecôte à Thésée. Moi j'y allais de mon côté. Et un jour, nous avons parlé de Thésée et nous avons découvert que nous avions ce lieu en commun. Ce lieu qui est un lieu dans lequel je continue à aller aussi, et où frère Roger, qui a créé cette communauté de frères, qui accueille, il faut le dire, le jour de Pâques, 5000 jeunes de toute l'Europe. Et ces jeunes viennent pourquoi ? Ils viennent parce que Frère Roger a su créer un lieu dans lequel ils se sentent accueillis comme ils sont, jamais jugés, un lieu dans lequel on pratique le silence. Vous savez que le silence de 5000 jeunes, c'est impressionnant. Les chants, des mantras chantés, c'est-à-dire une sorte de bain sonore qui fait du bien à l'âme, et puis un lieu dans lequel on ne va pas faire de blabla, on ne va pas faire de prêche. C'est le texte du jour qui est lu et que chacun intériorise et commente personnellement. Des ateliers dans lesquels les jeunes se parlent ensemble, et moi je fais depuis quelques années, tous les vendredis saints, je fais un atelier sur la mort. À Thésée, figurez-vous qu'il y a énormément de jeunes qui viennent. Des jeunes de toute l'Europe. Ils viennent, je leur parle, et puis surtout, ils me parlent. Ils partagent leurs expériences. Donc oui, au départ, quand j'ai proposé ça aux moines, ils m'ont dit: oh là là, mais les jeunes ne viendront jamais à un atelier sur la mort. Ils ont été les premiers surpris. Ils m'ont dit: écoutez Marie, votre atelier, c'est celui qui a rassemblé le plus de monde cette année. Voilà. Les jeunes aussi sont intéressés par la mort. J'ai envie de vous poser, Marie de Wenzel, comme dernière question, celle-ci. Si vous avez une expérience à nous faire partager, vous avez, j'imagine, déjà accompagné des personnes jusqu'à leur dernier souffle. Oui. Quelle pourrait être l'histoire qui vous a le plus interpellé, le plus marqué dans votre long parcours? Oui, alors c'est une personne que je ne connaissais pas. Je n'avais pas fait connaissance avec elle. Elle était peut-être là, pas depuis très longtemps. Donc je ne la connaissais pas. Je suis entrée dans sa chambre et c'est une femme qui était allongée, qui avait un regard encore très vivant, très, très pétillant. Et je me souviens qu'elle m'a pris la main, comme ça. Et elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit: mon enfant, n'ayez peur de rien. Vivez tout ce qui vous est donné de vivre. Tout.
car tout est un signe. Alors attendez, j'oublierai la phrase exactement. Car tout est un signe de Dieu. Donc n'ayez peur de rien, vivez tout ce qui vous est donné de vivre, car tout est un signe de Dieu. J'ai été impressionnée par l'énergie qu'il y avait dans sa main. Une énergie, une force qu'elle m'a communiquée. J'étais très bouleversée, je me souviens. Je me suis levée, elle est morte une demi-heure plus tard. Donc voilà, je n'oublierai jamais d'abord, je sens encore la force de ce qu'elle m'a communiqué. Ces paroles de ne pas avoir peur. Et je me suis dit, cette personne a délivré un dernier message, et puis elle est partie. Merci beaucoup Marie de Wenzel pour cet entretien. Merci beaucoup.